1928. Des spores de moisissure poussées par le vent volent au-dessus des toits. Certaines pénètrent par une fenêtre du 2e étage du St. Mary's Hospital, où se trouve le laboratoire d'Alexander Fleming. C'est ici, dit-on, qu'eut lieu l'une des plus grandes découvertes médicales de tous les temps, la pénicilline. La masse dufteuse blanche se développe rapidement et inhibe certaines espèces de bactéries. Si aujourd'hui on craint surtout le cancer et les maladies cardiaques, à l'époque, on redoutait par-dessus tout les infections bactériennes. Méningite, pneumonie et tuberculose étaient synonymes de mort. L'introduction de la pénicilline comme médicament changea à jamais la face du monde. L'opinion publique a attribué presque tout le mérite de la découverte à Alexander Fleming. Les archives de son laboratoire révèlent cependant que le scientifique avait vite abandonné ses travaux sur la pénicilline, certain qu'elle ne pourrait pas être efficace sur les tissus vivants. Il fallut attendre 12 ans et le début de la Seconde Guerre mondiale pour que 3 scientifiques d'Oxford maîtrisent la structure de la pénicilline et commencent à produire le médicament le plus important de l'histoire de l'humanité. Howard Florey, australien d'origine, est le plus jeune professeur à avoir jamais enseigné à la Sir William Dunn School de l'université d'Oxford. Aux nouveaux venus, on dit « c'est le meilleur de tous, mais vous ne l'aimerez pas ». Au cours des années 30, Howard Florey écume les universités britanniques pour constituer l'équipe qui l'assiste à la Dunn School. C'est ainsi qu'il fait appel à Ernst Chain, un chimiste juif allemand au caractère bien trempé. L'homme a fui l'Allemagne nazie et affiche fièrement sur les murs de son bureau un avis de recherche le concernant. Autre recrue, Norman Hitley, un petit génie capable de bricoler du matériel de laboratoire à partir d'objets de récupération trouvés au sein de l'université. We do not go. Vulgar is not a fair term. It is vulgar, it is crass. Dès le début, la relation entre Chain et Florey est houleuse. Des témoins racontent que les murs résonnaient de leurs disputes. Mais pour l'instant, les deux hommes n'en sont pas encore là. Les soirs d'été d'avant-guerre, Chain et Florey partent en promenade, se soumettant mutuellement leurs idées et décidant de l'orientation à donner à leurs recherches. Rétrospectivement, l'organisation et le déroulement des expériences semblaient être une séquence belle et logique. Mais nous savons tous qu'en réalité, nous nous heurtons le plus souvent à des observations aussi discutables les unes que les autres. Les propriétés anti-infectieuses des moisissures sont connues depuis l'Antiquité. Les Chinois employaient des graines de soja moisies, les Grecs, du fromage piqué. Et en Australie, le pays natal d'Howard Florey, les aborigènes fabriquaient des pansements avec de l'écorce attaquée par les champignons. Chain lit toute la littérature scientifique à sa disposition. Il découvre ainsi un article publié en 1929 par Alexander Fleming décrivant comment une moisissure baptisée Penicillium notatum a détruit des bactéries lors d'expériences menées en laboratoire. Le sujet a attiré mon attention. J'estimais qu'il me faudrait au moins 5 ans pour effectuer un travail scientifique de qualité sur ces substances antibactériennes. Personne n'a encore franchi l'étape suivante. Isoler l'agent actif qui permettrait d'agir à l'intérieur du corps humain et d'empêcher l'action délétère des bactéries. Chain discute de ses idées avec Florey. Chain m'a proposé, et j'étais d'accord avec lui, d'étudier la moisissure en détail. Chain trouve un échantillon de Penicillium notatum à la Dunn School. Afin d'aller au-delà des travaux menés jusque-là, le scientifique doit parvenir à extraire la substance active de la moisissure pour pouvoir ensuite l'injecter. À lire les articles de Fleming, je comprenais qu'il avait perçu le potentiel de la moisissure, mais qu'il n'avait pas pu mener les travaux plus loin. La substance active était particulièrement instable et difficile à isoler. En dosant soigneusement l'acidité,
et en utilisant de la glace pilée pour garder le bouillon de culture au frais, Jane réussit à isoler la substance active. Au début de 1940, après 2 ans de travail, le scientifique est le premier à produire une quantité minuscule d'une poudre jaune apparemment anodine, la pénicilline, la substance capable de tuer les bactéries. C'est à présent au tour de Florey. Il demande à James Kent, son assistant, de préparer des souris pour le premier test sur des tissus vivants. Norman Hitley consigne l'événement. Le 25 mai 1940, nous avons effectué une expérience d'une importance cruciale, afin de voir si la pénicilline pouvait sauver d'une mort certaine des souris infectées, dans le cadre de l'expérience, par le germe du streptocoque. 8 souris ont servi à l'expérience. Toutes ont reçu une dose létale. 4 d'entre elles ont ensuite reçu de la pénicilline. Comme il le fait souvent, Florey filme l'expérience. Si ces souris devaient survivre, elles deviendraient les vedettes de l'un des plus grands moments de l'histoire scientifique. L'équipe attend la tombée de la nuit, puis effectue des injections de pénicilline toutes les 2 heures. Florey pratique la dernière injection à 22 heures. This is the BBC Home Service. British forces are defending a perimeter near the French town of Dunkirk. Hitley reste éveillé toute la nuit pour observer les souris. Les souris traitées paraissent en très bonne santé. Quant aux autres, une est presque morte, 3 sont en mauvaise condition. L'une s'est levée et a avancé en titubant pendant quelques secondes, puis s'est effondrée. Au cours des heures suivantes, Hitley note que les souris témoins, celles non traitées, commencent à mourir, tandis que les 4 ayant reçu une injection de pénicilline restent en vie et en bonne santé. J'ai quitté le laboratoire ce dimanche à 3h45 du matin, quand le jour commençait déjà à se lever. Les 4 animaux témoins sont morts. Il semble bien que la pénicilline pourrait avoir une utilité pratique. Tandis que les cloches du dimanche résonnent dans Oxford, l'Angleterre apprend avec soulagement que plus de 200 000 de ses soldats, encerclés dans la poche de Dunkerque, ont été évacués par la mer, échappant ainsi à l'armée allemande. À la Dun School, les scientifiques se réveillent avec une autre grande nouvelle. Les 4 souris exposées à une dose létale de streptocoque hémolytique ont survécu grâce à une injection de la fameuse poudre jaune. Oh, Maverick, come and see. Margaret Jennings est l'une des premières personnes mises au courant de la nouvelle par Florey. La jeune chercheuse a récemment rejoint l'équipe pour travailler sur les bactéries. Sa liaison avec Florey est l'un des secrets les plus mal gardés de la Dun School. La porte magique de la guérison s'est ouverte de quelques centimètres. Mais l'équipe ne dispose pas de suffisamment de pénicilline pour tester son effet sur l'homme. La question est de savoir comment en produire davantage. Hitler occupe désormais la France, la Belgique et les Pays-Bas. La Grande-Bretagne, elle, est dans l'expectative. Ces usines fonctionnent 24 heures sur 24 pour fabriquer des fournitures de guerre. Florey ne trouve personne pour produire de la pénicilline. Il n'a d'autre choix que de transformer son département en fabrique clandestine de moisissures. Le moindre recoin chaud de l'université est mis à contribution. Le travail était mené sur de nombreux fronts, mais la récolte restait malgré tout ridiculement maigre. Nous devions cultiver les champignons sur des couches d'environ 1,5 cm pendant 10 jours, à une température de 24 degrés. Comme vous pouvez l'imaginer, nous avions besoin de nombreux récipients.
Nous utilisions donc tous ceux que nous pouvions trouver. Ils devaient être stériles, sinon la moindre infection aurait détruit la pénicilline. Pour Florey, l'entreprise n'est pas sans risque. L'école n'est pas habilitée à pratiquer ce genre de choses. À ce stade, chaque étape présente son lot de difficultés. La moisissure a besoin de chaleur pour se développer, mais le bouillon de culture doit être concentré à basse température. Pour Hitley, cela signifie de longues heures à passer dans la chambre froide de la Dunn School. Le 5 juin, Edward Mellanby, secrétaire du Conseil de la recherche médicale, effectue une visite inopinée. Le Conseil de la recherche médicale est la principale source de financement de la recherche scientifique britannique. Cette visite est l'occasion rêvée de solliciter des fonds pour la production de moisissures. Mais Florey préfère rester prudent. Il décide de ne rien révéler à Mellanby sur l'avancée des travaux avant d'avoir obtenu des résultats plus tangibles. Mellanby ne lui inspire guère confiance. L'homme est intolérant, dogmatique et méfiant. S'il apprenait que le département a été transformé en fabrique de moisissures, cela pourrait compromettre une demande future de financement. Sans compter que l'on reproche souvent à Florey de recevoir plus que sa part des fonds octroyés par le Conseil de la recherche médicale. En réalité, on pouvait toujours s'en sortir avec l'audace. On pouvait faire des choses scandaleuses tout en étant toléré et recevoir des financements si on se comportait comme un ruffian. L'étrange odeur de moisissure qui baigne la Dunn School n'éveille pas les soupçons de Mellanby. Plus tard, Florey lui demande 600 livres pour effectuer des recherches sur une nouvelle substance non spécifiée mais prometteuse. Cher Monsieur Mellanby, vous m'avez dit l'autre jour qu'il vous fallait vous sacrifier pour satisfaire les demandes de notre département. Il semble que j'ai acquis la réputation d'un bandit de grand chemin universitaire, ce qu'on appelle dans mon pays un broussard. Cette fois, Mellanby ne lui accorde que 25 livres. C'est la guerre, dit-il au jeune scientifique. Avec le Blitz de Londres, la guerre entre dans une nouvelle phase encore plus dramatique. La capitale britannique est bombardée pendant 57 nuits consécutives. Il semble de plus en plus probable qu'Oxford soit bombardé à son tour. Les exercices d'alerte aérienne interrompent constamment les travaux sur la pénicilline. On troque le matériel de laboratoire pour les pioches et les pelles afin de creuser des abris anti-aériens. Les produits chimiques inflammables utilisés pour l'extraction de la pénicilline doivent être retirés du laboratoire et enterrés à l'extérieur. La guerre se trouvait alors dans une phase plutôt malheureuse. Le professeur, cynique mais constructif, déclara « Nous risquons d'ici peu de voir les Panzers descendre Headington Hill. Alors ça ne coûte rien de garder de la moisissure dans quelques poches ou dans la doublure d'un costume, au cas où. Ainsi, si le pire arrive, les nôtres pourront la récupérer. » Florey a des raisons de craindre que la moisissure tombe entre les mains de l'ennemi. Il a entendu dire qu'en Suisse, pays neutre, on recherche des échantillons de pénicillium, une demande qui vient probablement d'Allemagne. Ernst Chain a toujours de la famille en Allemagne. Il a quitté son pays en 1933, croyant que sa mère et sa sœur étaient en sécurité et que le régime nazi ne durerait pas plus de 6 mois. Il s'est lourdement trompé.
et il lui est de plus en plus difficile d'obtenir des Quant à Howard Florey et son épouse, ils doivent prendre une décision déchirante pour mettre leurs enfants en sécurité. Autour d'eux, de nombreuses familles ont décidé d'envoyer leurs enfants aux États-Unis et au Canada. Howard et Ethel se sont rencontrés en Australie, alors qu'ils avaient une vingtaine d'années et étudiaient la médecine à la faculté d'Adélaïde. Ethel, d'un an sa cadette, était la seule femme de la promotion. Mais quand Ethel est terre, leur mariage se met à battre de l'aile. La jeune femme commence à souffrir de surdité. La communication entre les deux époux devient difficile. Cependant, Ethel et Howard sont attachés à leurs deux enfants et n'envisagent pas de divorcer. Ils continuent de se disputer et communiquent par biais interposés. Ma chère femme, voici quelques suggestions. La première, trouvez peut-être un moyen d'être plus patiente avec mes petites manies. Si nous devons faire un véritable effort de réconciliation, je pense qu'il est évident, nous n'y arriverons que si nous connaissons au moins quelques-unes des raisons de mécontentement de l'autre. Cela nous rendrait peut-être les choses plus faciles. Fin 1940, les nouvelles de la guerre sont de plus en plus mauvaises. Les Florey décident d'évacuer leurs enfants vers les États-Unis. En décembre 1940, Charles, 5 ans, et Paquita, 10 ans, quittent le port de Liverpool. Au total, 127 enfants d'universitaires d'Oxford montent à bord du bateau. 27 mères les accompagnent. Charles et Paquita à New Haven, dans le Connecticut, chez John et Lucia Fulton, des amis d'Howard. Ethel est anéantie par la séparation. Maigre consolation, elle peut reprendre sa carrière médicale. La guerre apporte un sentiment d'urgence aux travaux sur la pénicilline. Florey n'a toujours pas réussi à effectuer des essais sur l'homme. Jusqu'alors, chaque membre de son équipe a pu travailler à son rythme dans son propre domaine. Désormais, Florey souhaite accélérer le rythme des recherches. Un jour, Hitley suggère un moyen de résoudre un problème chimique majeur. Chain y voit une ingérence dans son propre domaine. Plus tard, les trois hommes donnent chacun sa version de ce qui s'est passé ensuite. Je suis catégorique là-dessus. Je n'ai jamais dit que l'expérience de Hitley ne marcherait pas. Je n'ai jamais réussi à comprendre sur quelle base et à quelle époque cette histoire a été inventée. Tout ce que j'ai dit, c'est que c'était une bonne idée, mais que ce travail relevait de la chimie et que nous étions convenus que je m'en chargerais. Florey soutient Hitley. À ce moment-là, Chain a compris qu'il avait perdu la bataille et il a rétorqué « Eh bien, si vous pensez que ça peut marcher, pourquoi ne faites-vous pas cette expérience vous-même? C'est sûrement le moyen le meilleur et le plus rapide de montrer que vous avez tort. » Pour moi, peu importait qui avait eu l'idée au départ. Si l'expérience réussissait, cela doublerait notre production de moisissures. De toute façon, l'article serait publié sous nos trois noms. La pression est à présent sur Hitley. Il doit prouver que son idée peut fonctionner. Mais du fait des pénuries de guerre, il ne dispose ni du matériel ni de l'argent nécessaire. Les expérimentations ne sont pas considérées comme prioritaires. Hitley doit prouver la validité de son idée avec le peu dont il dispose. Première étape, extraire le composant actif de la pénicilline en le transférant dans l'eau. Seconde étape, construire une machine capable de reproduire le processus, qui pourrait ainsi multiplier la production par 20.
Florey a recruté Hitley en raison de ses compétences techniques. Mais nul n'avait imaginé qu'il devrait concevoir et fabriquer une unité chimique d'extraction de pénicilline sans le matériel habituellement disponible. Quelques années après, des compagnies pharmaceutiques vont dépenser des millions pour reproduire ce que Hitley, lui, a réalisé avec une vieille ampoule reconvertie en flotteur et des éléments d'un vieux téléphone transformés en système d'alarme. Le 24 août 1940, le Lancet, la célèbre revue médicale britannique, publie l'article de l'équipe d'Oxford sur sa première expérience avec les souris. Les scientifiques y expliquent l'efficacité de la pénicilline et revendiquent la paternité de la découverte. Aujourd'hui, cet article est considéré comme l'un des plus importants jamais publiés dans le Lancet. Mais en 1940, l'Angleterre a d'autres préoccupations. L'intérêt vient d'un visiteur inattendu. Une semaine après la publication de l'article, Alexander Fleming entre de nouveau dans l'histoire de la pénicilline. Fleming fait irruption dans le laboratoire en s'exclamant « Qu'est-ce qui arrive à ma bonne vieille pénicilline ?» Son arrivée soudaine prend les collaborateurs de la Dunn School par surprise. Plus tard, Chain avoue à Florey qu'il pensait que Fleming était mort. Of course, the heat will destroy the penicillin. So they were working with the cold methods, yes? Les scientifiques remettent à Alexander Fleming un petit échantillon de poudre de pénicilline, ce qu'il n'avait encore jamais vu. Fantastic. Fleming retourne à Londres sans un mot de félicitations pour l'équipe d'Oxford, grâce à laquelle il devient bientôt mondialement célèbre. Les chercheurs auraient-ils dû être plus prudents ? Peu avant Noël 1940, Hitley fait le tour de la campagne à bord d'une camionnette empruntée au service de transfusion sanguine. Il pense que les bassins hygiéniques des hôpitaux feraient de meilleurs récipients pour cultiver les moisissures. Il part donc à la recherche de céramique bon marché. Mon point fort, c'était l'innovation. Une qualité habituellement de peu de valeur pour un chercheur, mais qui s'est avérée utile en ces temps de guerre, marqués par la restriction et la pénurie. Hitley livre le premier de ses nouveaux récipients à la veille de Noël. 500 autres ont été commandés, au prix de 7 pence 6. Hitley. Professor. Ah, here you go. See this? Here's your babies. Splendid vessels. Magnificent. Looks perfect. En injectant de l'air stérile dans ces nouveaux récipients, Hitley trouve un moyen astucieux d'empêcher les contaminations d'envahir le bouillon de culture. Il recrute 3 jeunes femmes pour l'aider à faire face à la charge de travail accrue. Au début de 1941, Hitley a achevé sa machine à extraire la pénicilline. Celle-ci peut traiter 12 litres de bouillon de culture par heure. Non seulement la production s'en trouve démultipliée, mais la pénicilline ainsi obtenue est 10 fois plus concentrée qu'avec les anciens procédés d'extraction. Chain ne peut que saluer le succès de l'expérience. Mais c'est un nouveau coup dur dans sa relation avec Florey, à qui il n'a jamais pardonné d'avoir donné à Hitley un rôle majeur dans l'équipe. C'était une nouvelle rupture dans l'accord conclu entre Florey et moi-même. J'ai donc exprimé à cette occasion ma déception et mon mécontentement, car on ne pouvait jamais faire confiance aux engagements de Florey. J'ai néanmoins fini par céder parce que je ne pouvais pas me permettre d'entrer en conflit avec lui, étant donné ma position de faiblesse dans le pays.
J'avais été naturalisé citoyen britannique quelques mois avant cette discussion et je devais éviter toute action susceptible d'attiser l'antisémitisme, lequel était déjà très répandu. Chain et Florey sont en désaccord sur un autre point, le brevet de leur découverte. Fidèle à la tradition allemande, Chain y est favorable. Il redoute qu'un tiers ne dépose le brevet et qu'ils soient contraints de payer des royalties sur leur propre travail. Sous nos yeux s'étendait un formidable champ de recherche complètement vierge dont nous étions les explorateurs. Et nous pouvions le rester si nous avions suffisamment d'argent. J'en ai discuté avec Florey à maintes reprises. Nous avons eu plusieurs empoignades à ce sujet. Chain se rend à Londres. Il souhaite l'avis de Mellenby sur ce sujet. Le scientifique repart désappointé. Pour Mellenby, déposer un brevet est contraire à l'éthique. Il affirme que l'attitude de Chain, à la recherche d'argent, n'est pas la façon de faire britannique. Fin janvier 1941, Florey est prêt pour des essais thérapeutiques sur l'homme. Première possibilité, prendre un volontaire parmi le personnel de la Dunn School. Le risque est de soumettre un homme ou une femme en bonne santé à une dose potentiellement mortelle d'une substance qui n'a encore jamais été testée. Une dose 3000 fois plus importante que celle injectée aux souris pourrait engendrer des effets secondaires imprévus. Florey, qui souffre d'un mal de gorge, décide de se gargariser avec le bouillon de pénicilline. Le remède n'est pas efficace. Qui plus est, risquer de remettre en cause le projet en expérimentant la substance sur la personne qui dirige l'équipe est absurde. Florey doit donc se tourner ailleurs. L'hôpital voisin de Radcliffe, comme tous les hôpitaux de l'époque, accueille de nombreux patients souffrant d'infections bactériennes. Charles Fletcher, interne à Radcliffe, est chargé de trouver le premier patient susceptible de faire office de cobaye humain. Ils m'ont demandé de trouver un patient condamné qui était voué à une mort certaine, de sorte que s'il venait à trépasser, cela ne prêterait pas trop à conséquence. Fletcher choisit Albert Alexander, un gardien de la paix de 43 ans, blessé lors d'un bombardement aérien allemand sur Birmingham. Les infections bactériennes ont ravagé son organisme. Plusieurs transfusions sanguines ont échoué. Son espérance de vie est de 48 heures. On ignore toutefois la quantité de pénicilline requise pour un tel traitement. Le risque de pénurie est bel et bien réel. Mais l'équipe trouve une solution à ce problème. La pénicilline peut être extraite de l'urine du patient et réutilisée. L'équipe se relaie donc pour effectuer des allers-retours à bicyclette entre l'hôpital et la Dunn School afin de ramener l'urine d'Albert Alexander. On la surnomme la patrouille pipi. Les scientifiques commencent le traitement avec quelques grammes seulement de la précieuse poudre. La pénicilline est si peu connue que l'infirmière chargée de l'administrer se trompe sur son orthographe. 12 février 1941. Début de l'administration de pénicilline. Injection intraveineuse de 200 mg. En 12 heures, la température d'Albert Alexander passe de 39,5 degrés à la normale. L'infection bactérienne est stoppée. Mais combien de pénicilline faudra-t-il pour la détruire complètement ? 13 février. Suintement beaucoup moins important au niveau du cuir chevelu et des orbites. Vision de l'œil droit claire. Poursuite de la pénicilline. Le patient est enjoué et affirme se sentir mieux. « 15 février. État du patient en nette amélioration. » À intervalles réguliers, les membres de l'équipe se relaient pour effectuer un aller-retour entre l'hôpital et la Dunn School.
À présent, Ethel exerce à Radcliffe. Elle aussi participe au relais. Mais à partir de la fin du 3e jour, la dose administrée au patient dépend entièrement de la pénicilline extraite de son urine. À chaque fois, une petite partie du précieux liquide est perdue. La tâche semble perdue d'avance. Les notes de Florey s'achèvent sur un triste bilan. 15 mars, patient de plus en plus faible. Est mort ce matin. Cette tentative pour sauver un cas désespéré aura toutefois été de grande valeur, car elle a montré que la pénicilline pouvait être administrée sur une période de 5 jours sans effet toxique. Nous ne traiterons pas d'autres cas tant que nous ne serons pas certains de disposer de suffisamment de pénicilline. Jusque-là, nous soignerons seulement les enfants. Un enfant a en effet besoin de moins de pénicilline. À présent, la machine de Hitley en a produit assez pour effectuer un second essai thérapeutique et un enfant est justement disponible. Johnny Cox, 4 ans, a été admis à Radcliffe pour un caillot de sang derrière l'œil gauche dû à une infection par staphylocoque qui s'est développée dans l'orbite. La mort semble inéluctable. Toutefois, les scientifiques pensent avoir suffisamment de pénicilline pour le traiter. Cette fois encore, l'effet est immédiat. À l'hôpital, on parle d'une guérison fulgurante, même d'un miracle. L'infection est presque complètement éradiquée. On arrête la pénicilline. Le lendemain matin à l'aube, le petit garçon est soudain pris de vomissements et de convulsions. Sa température grimpe en flèche. 4 jours plus tard, l'enfant décède. La pénicilline l'a-t-elle tué? Florey convainc les parents d'autoriser une autopsie. L'examen confirme que la pénicilline est venue à bout de la bactérie dans tout l'organisme, mais qu'elle n'a pas pu réparer les dommages causés auparavant à une artère vitale qui s'est rompue. La pénicilline est blanchie de tout soupçon. Cinq autres patients sont traités à l'hôpital de Radcliffe. Mais les morts d'Albert Alexander et de Johnny Cox empêchent ces essais cliniques d'être le triomphe sans réserve que Florey escomptait tant. L'unité de production de moisissures et la machine de Hitley pour extraire la pénicilline ont montré leurs limites. La production de pénicilline doit désormais être assurée à une plus grande échelle. Florey consulte Sir Edward Mellanby. Ensemble, ils conviennent que Florey et Hitley doivent se rendre aux États-Unis. Shane estime que c'est lui, et non Hitley, qui aurait dû aller aux États-Unis. Cloué à Oxford, il assure la direction du laboratoire. Pour lui, ce voyage constitue une autre trahison impardonnable. Au matin du 27 juin 1941, Florey et Hitley embarquent à bord d'un avion néerlandais à destination des États-Unis via Lisbonne. Florey emporte avec lui des échantillons de moisissures, ainsi que l'épreuve de leur nouvel article sur les essais cliniques sur l'homme qui doit paraître dans le Lancet. Pendant 4 mois, Florey et Hitley sillonnent le pays, rencontrant des responsables de compagnies pharmaceutiques et des membres haut placés du gouvernement. C'est l'occasion pour Florey de revoir ses enfants. Tous les deux se portent bien, même si Charles se remet d'une attaque de varicelle. Aujourd'hui, il sautillait partout et était gai comme un pinson.
Lucia s'est acquittée à merveille de sa tâche. Paquita semble bien se plaire ici. Malgré leurs difficultés de couple, Howard a encouragé Ethel à collaborer avec lui sur les prochains essais cliniques. Pendant son absence, elle utilise ce qui reste de pénicilline pour tester ses effets sur les brûlures. Au bout de 4 mois passés à frapper à diverses portes, Florey rentre à Oxford. Il a semé les graines de la révolution antibiotique. Un travail qui porte ses fruits l'année suivante. En revanche, il est décidé que Hitley reste aux États-Unis pour transmettre les secrets de l'équipe d'Oxford aux scientifiques américains. C'est alors que le 7 décembre 1941, les Japonais bombardent Pearl Harbor, provoquant l'entrée en guerre des États-Unis. Soudain, les compagnies pharmaceutiques s'intéressent de près aux nouveaux médicaments. Norman Hitley accepte de travailler avec le laboratoire pharmaceutique Merck. Un événement pousse alors la pénicilline sous les feux des projecteurs. Anne Miller, 30 ans, est mère de 3 enfants. Après avoir soigné son plus jeune garçon d'une infection à la gorge, elle est tombée malade à son tour. Quelques semaines plus tard, elle est à l'agonie. Par chance, le médecin d'Anne Miller a entendu parler des travaux menés à Oxford. Il voit là l'ultime espoir pour sa patiente. J'avais en main 5,5 g de pénicilline, l'équivalent d'une cuillère à café, soit la moitié de la pénicilline disponible aux États-Unis. C'était soluble dans l'eau. C'est tout ce qu'on leur avait dit. Je devais en recevoir très souvent. Toutes les 4 heures, je recevais une injection intraveineuse. Et en l'espace de 12 heures, l'infirmière qui venait me voir a noté que ma température était en train de changer. J'ai perçu une odeur très distincte, de moutarde. C'était une odeur très forte. J'ai senti une odeur de moutarde anglaise. Le docteur Bumstead, le médecin de Madame Miller, était un homme affable et modeste. Tous les matins, il me téléphonait pour m'indiquer le nombre de colonies présentes dans la culture de la veille, la température de sa patiente et ainsi de suite. Il me demandait mon avis quant à la poursuite du traitement. Chaque fois qu'il me demandait ce genre de conseils, ce qui arrivait fréquemment, je lui répondais « Écoutez, je n'ai pas les compétences médicales suffisantes. Vous suggérez quoi que ce soit serait contraire à l'éthique. » Alors il me rétorquait, dans ce cas, quel est votre avis en tant que professeur? Je lui répondais, eh bien, le professeur vous dirait de poursuivre le traitement. On ne peut pas s'arrêter en chemin. Il était aux alentours de 4 heures du matin quand le téléphone a sonné. J'ai décroché. Jack Bumstead avait une toute petite voix. J'ai dit, oui, Jack? Et puis, il y a eu un silence d'1 minute. Alors il m'a dit, tu peux dire ouf, mais continue quand même de croiser les doigts. La température de Anne est revenue à la normale. La courbe de température d'Anne Miller est conservée au Smithsonian Museum à Washington. À 15 heures, sa température est de 45. À 9 heures du matin le lendemain, elle est revenue à la normale. La guérison miraculeuse d'Anne Miller donne le coup de pouce à la production de pénicilline à grande échelle. Son travail achevé, Hitley rentre à Oxford en juillet 1942. 15 jours plus tard, le téléphone sonne. Alexander Fleming est au bout du fil. Il voudrait de la pénicilline afin de traiter un ami agonisant au St. Mary's Hospital de Londres. Florey accepte de remettre à Fleming toute la pénicilline dont dispose l'équipe. Un acte d'une grande générosité envers un homme qu'il n'a rencontré que 2 fois en 12 ans. Un acte qu'il ne va pas tarder à regretter. Le 31 août 1941, le Times publie un article sur un nouveau médicament miraculeux baptisé pénicilline. Le lendemain, le Times publie une lettre de Sir Almroth Wright, le supérieur de Fleming au St. Mary's Hospital. Sir,
Dans l'article sur la pénicilline paru dans votre édition de la veille, vous avez omis de remettre la couronne de laurier pour cette découverte à qui de droit. Elle devrait être remise au professeur Alexander Fleming qui travaille dans mon laboratoire car c'est lui qui a découvert la pénicilline et a suggéré le premier l'efficacité potentielle de cette substance. Fleming et le St. Mary's Hospital se retrouvent sous les feux des projecteurs. In a miracle operation at St. Mary's Hospital in London, a new drug being hailed as the magic bullet against infection inside the body was administered by its discoverer, Dr. Alexander Fleming. Dr. Fleming and the hospital are claiming a world first. The patient was given up for dead until the miracle drug was administered. L'équipe d'Oxford est outrée. La campagne de presse du St. Mary's Hospital ne fait aucune mention de ces travaux. La poignée de journalistes qui se rendent à la Dunn School était conduite. En agissant ainsi, le professeur Florey ne rend pas service à l'équipe d'Oxford. Mais cette décision se fonde sur autre chose qu'une aversion pour la publicité. Le professeur m'a dit qu'il craignait que cela ne perturbe notre travail, ainsi que mon programme. Mais plus que cela, il pensait qu'il était tout à fait faux de qualifier ce médicament de magique. Ce n'est pas une panacée, et il est cruel de faire miroiter à des malades condamnés ainsi qu'à leurs familles l'espoir qu'une telle substance pourrait les guérir, puis de leur annoncer qu'on ne peut pas leur en fournir. La mention des travaux de l'équipe d'Oxford entraîne une avalanche de lettres provenant de patients désespérés. Cher docteur, j'ai lu des articles concernant votre travail et votre découverte de la pénicilline. Je vous écris car vous êtes ma dernière chance de recouvrer la santé et j'espère y parvenir. Même un essai thérapeutique serait préférable à rien du tout. Florey charge Margaret Jennings de rédiger ses réponses, en adoucissant son style quelque peu abrupt. Il écrit à Mellenby, sollicitant une condamnation officielle de ce qu'il décrit comme étant une campagne de presse sans scrupules, orchestrée par St. Mary's, pour créditer Fleming de l'ensemble du travail accompli ici, à Oxford. Mellenby lui répond de faire la sourde oreille. Il lui assure que la communauté médicale britannique sait parfaitement que l'essentiel des recherches est l'œuvre de l'équipe d'Oxford. Here at St. Mary's Hospital Medical School in Paddington, through this very window, a speck of mold blew in and settled on the professor. Des légendes commencent à circuler autour de Fleming et du St. Mary's Hospital. Des légendes qu'il est plus tard impossible de démentir. L'histoire des moisissures arrivant par la fenêtre du bureau de Fleming en fait partie. Elles sont arrivées en réalité par l'escalier, en provenance du laboratoire d'un autre scientifique qui travaillait sur les moisissures. Lord Beaverbrook, un magnat de la presse, est l'un des mécènes du St. Mary's Hospital. Il a déclaré publiquement qu'il est de son devoir que le mérite de la découverte aille entièrement à Fleming. Au début de 1943, les quantités de pénicilline pour soigner les blessés de guerre sont limitées. L'armée britannique demande à Florey de se rendre dans le Moyen-Orient pour effectuer des essais thérapeutiques sur des blessés de guerre. Face aux ravages de la guerre, les chamailleries quant au mérite de la découverte sont vite oubliées. À Tripoli, Florey écrit à Ethel. Nous avons été profondément choqués et avons dû ignorer de nombreux cas désespérés. Il y a des hommes avec des infections de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Des hommes avec les membres brisés, infectés par une microflore dont les médicaments à base de soufre ne sont pas venus à bout. Et partout, les mouches, le sable et la chaleur. Depuis la Première Guerre mondiale, le traitement des blessures de guerre a peu progressé. Les antiseptiques de l'époque sont peu efficaces. L'amputation est souvent le seul moyen d'arrêter l'infection. Avant la pénicilline, les blessures infectées étaient laissées à l'air libre afin d'essayer de stopper la gangrène, ainsi que les autres infections bactériennes. L'arrivée en 1943 de Florey opère un changement radical. Celui-ci demande qu'on suture les plaies, puis qu'on y injecte de la pénicilline par le biais d'un cathéter, aux grandes dames des chirurgiens militaires. Mais la méthode s'avère efficace. Des hommes qui auraient pu mourir ou perdre un membre remarchent. Quand
Quand Florey rentre du Moyen-Orient, la nouvelle de son traitement miraculeux suscite une immense vague d'intérêt. Gunshot wound to flesh in the lower calf. Yes, he's very sewed up against all common practice. Florey montre les films qu'il a tournés devant une salle bondée de la Royal Society. Directly into the wound via a catheter. Gunshot wound to flesh in the lower calf. Avant la pénicilline, Florey jouissait déjà d'une solide réputation dans le monde de la recherche médicale. Le film qu'il présente devant la Royal Society le place désormais au centre de la recherche sur la pénicilline. Grâce à l'équipe d'Oxford et à d'autres scientifiques, britanniques et américains, la pénicilline joue un rôle de premier plan dans le traitement des blessures au moment du débarquement. On estime aujourd'hui qu'elle a sauvé 300 000 vies dans les dernières semaines de la guerre. Aux États-Unis, la production de pénicilline passe avant celle de tout matériel militaire, excepté la bombe atomique. La production se chiffre désormais en millions d'unités. La Dunn School peut redevenir un laboratoire de recherche, ainsi qu'un établissement d'enseignement. Je tente de toutes mes forces de m'extraire du tumulte qui entoure la pénicilline, car il semble que cela a réveillé les pires instincts chez ceux qui ont collaboré à sa découverte de près ou de loin. Voir tous ces gens, dont certains n'ont joué qu'un rôle infime, se bousculer pour démontrer l'importance de leur contribution. Parmi ceux qui cherchent à s'attribuer le mérite de la découverte, Adolf Hitler en personne. Contrairement à ce que redoutait l'équipe d'Oxford, les Allemands n'ont jamais disposé de la pénicilline. Mais Hitler en fait peu de cas. Il accorde la croix de fer, première classe, à son médecin personnel pour le féliciter de la découverte. Au début de 1944, on murmure que le prix Nobel de médecine pourrait récompenser la découverte de la pénicilline. Dans la presse détenue par Beaverbrook, une campagne commence qui vise à accorder le prix à Alexander Fleming. Des amis de Florey, avec à leur tête John Fulton, font pression pour que les travaux de l'équipe d'Oxford soient également reconnus. Tandis que le comité du Nobel délibère, Fleming fait le tour des États-Unis. On organise une rencontre avec Anne Miller. Fleming déclare fièrement aux journalistes « C'est ma patiente la plus importante ». Yesterday morning, at 2:41 a.m., at General Eisenhower's headquarters, the designated head of the German state signed the act of unconditional surrender of all German. En 1946, Jane apprend que sa mère et sa sœur ont disparu dans l'Holocauste. Sa relation avec Florey ne s'améliore pas. En 1949, Jane quitte la Dunn School pour diriger un grand institut de recherche en Italie. Florey lui écrit « Tous nos vœux de succès vous accompagnent. J'espère seulement que les difficultés liées à la direction d'un laboratoire ne vous désappointeront pas trop vite. » La pénicilline confirme Florey comme l'un des plus grands scientifiques de sa génération. La reine d'Angleterre l'anoblit et lui octroie le titre de baron de Marston et d'Adélaïde. Reconnaissance suprême pour un scientifique britannique, Florey est nommé président de la Royal Society. Ethel Florey meurt en septembre 1966. Elle a publié un article commun avec son mari, Howard, qui décrit en détail les 187 essais thérapeutiques. Sa place dans l'histoire médicale est ainsi assurée. 6 mois avant de mourir à son tour, en 1968, Howard épouse Margaret Jennings. Anne Miller décède en 1999, 57 ans après avoir été traitée à la pénicilline.
Et qui reçut finalement le prix Nobel? And now I have the great honor of asking you to accept the Nobel Prize for... Le prix Nobel de 1945 est attribué à Alexander Fleming, Ernst Chain et Howard Florey pour la découverte et les essais cliniques sur la pénicilline. Mais qu'en est-il de Hitley? L'histoire l'aurait-elle oublié? Au cours des années suivantes, il participe à diverses conférences, auxquelles il se rend en camping-car, invitant souvent d'autres éminents collègues à prendre une tasse de thé. Le sentiment qu'une injustice a été commise est de plus en plus fort. En 1990, réparation est enfin faite. Norman Hitley est le premier dans l'histoire d'Oxford à être nommé docteur honoris causa en médecine. Alexander Fleming, quant à lui, est décédé en 1955. Lorsque les Américains posent le pied sur la Lune en 1969, il donne son nom à un cratère.